situation internationale et solidarité entre les peuples et du tiers-monde. Nous irons commencer avec Roland. Oui, bon, ça marche, je ne sais pas ça. Oui, non. Ça marche? Oui, Roland. Oui. Comment? Oui, Roland. Il marche? Bon, ben alors marchons avec ça. Oui, moi je voudrais d'abord dire qu'on m'a demandé de faire cette présentation. Alors j'obéis, parce que je suis bête et discipliné. Mais c'est un peu paradoxal, et c'est un peu une survivance du colonialisme que de demander à quelqu'un d'un pays à forte tradition colonialiste de parler des pays du tiers-monde, alors qu'il aurait mieux valu leur demander à eux de parler d'eux-mêmes. Ceci étant dit, je vais le faire, dans ce cas-là, j'ai compris d'avoir à le faire, plutôt à partir de l'expérience vécue de notre association internationale, qui depuis toujours a à la fois soutenu les mouvements de libération nationale dès sa fondation en 1946, et qui a accueilli au fur et à mesure, c'est très significatif, d'un congrès à l'autre. Nous avions à un congrès les représentants d'un mouvement de libération nationale, et au congrès suivant, il était représentant de son gouvernement, ce qui est très significatif du développement de l'histoire. Et que nous avions, dans notre plus belle période, trois composantes: les progressistes des pays occidentaux, les pays socialistes et les pays du tiers-monde. Je crois qu'il faut situer le mouvement de libération nationale comme un phénomène mondial, et un phénomène qui n'a pas été isolé pour certains peuples, et qui se situe dans des conditions historiques très particulières. L'histoire d'abord du produit idéologique fondamental de l'expérience de la guerre mondiale, des fascismes et de la production contradictoire d'idées de liberté, de progrès et de libération. D'où est venu le principe fondamental de la Charte des Nations Unies, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a incontestablement joué un rôle idéologique considérable. Mais il n'aurait pas joué ce rôle s'il n'y avait pas eu, pour l'utiliser, pour l'imposer, la situation effective du monde qui, d'abord, était partagée en deux. Il n'y avait pas de monopole mondial de la domination impérialiste, mais il y avait le rôle des pays socialistes qui, d'une part, affaiblissait le système impérialiste, mais qui, en même temps, jouait un rôle considérable d'appui au mouvement de libération nationale. Et également, et ça il ne faut jamais le sous-estimer, à l'époque, la puissance des mouvements populaires d'opposition dans les pays capitalistes et le rôle qu'ils ont joué dans le soutien et la solidarité avec les mouvements de libération nationale. Ajoutons à cela, ça n'a pas été négligeable, et ça continue aujourd'hui, ce qu'on appelle le jeu, en Afrique, le jeu de domino des pays capitalistes, c'est-à-dire la concurrence entre eux, chacun jouant son rôle contre l'autre dans les pays en question. Si on ne tient pas compte de tout ça, évidemment, ça devient purement idéaliste. Ceci étant, l'intervention des pays du Sud sur la scène internationale a eu des conséquences certaines, notamment, y compris à l'ONU, qui a été une grande période de l'ONU avec les résolutions les plus positives de l'époque par la coalition des pays socialistes et des non-alignés. Le rôle des non-alignés a été essentiel, avec notamment les résolutions sur le droit au développement, sur le droit des peuples à disposer de leurs ressources naturelles, etc. Je viendrai plus particulièrement à ce droit des peuples à la disposition de leurs ressources naturelles, parce que ça a été la première prise en compte de ce qui est aujourd'hui officiellement admis pour les droits de l'homme, où on a parlé des deux générations successives, les droits civils et politiques, mais qui étaient très fictifs s'il n'y avait pas les droits économiques, sociaux et culturels qui permettent d'en jouir et de les exercer. Pour les peuples, le problème était le même. Avoir que les peuples du tiers-monde n'avaient qu'une libération fictive s'ils n'avaient pas la maîtrise de leur économie. D'où notamment cette résolution. Seulement, dès lors, en fait, ça n'a pas fonctionné.
n'a pas fonctionné pour deux raisons. D'abord parce que dans le rapport de force et d'influence qui s'est établi, le colonialisme n'a fait que céder la place au post-colonialisme, c'est-à-dire aux formes d'investissement international des grandes sociétés internationales dans les pays du tiers-monde, qui aujourd'hui ont une indépendance très fictive, parce que ils sont en dépendance des sociétés, des grandes sociétés internationales, de gestion des mines, du pétrole, des ressources alimentaires, etc., etc. Je n'entre pas dans les détails, mais ça aboutit même à des phénomènes aujourd'hui que l'on camoufle, mais qui sont évidents. Par exemple, quant à la CPI, à la Cour pénale internationale, on envoie successivement tel dictateur de tel pays du Sud, tel autre. Ce sont des gens qui n'ont été dictateurs que parce que mis en place à coup de production par les puissances financières dominantes pour être bien sûr de pouvoir exploiter tranquillement les ressources du pays, et le jour où ils sont usés, eh bien, on les remplace par un autre. D'autre part, les conflits locaux eux-mêmes, qu'on appelle généreusement des conflits interethniques, des conflits intertribaux, des conflits locaux, ce sont en réalité que des conflits qui sont à la fois favorisés et traduisent des compétitions et des conflits économiques des puissances économiques dominantes, et à la faveur en plus du fructueux marché du commerce des armes. C'est-à-dire que là encore se pose la question qu'il ne suffisait pas d'une déclaration formelle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui finalement n'avait qu'une portée morale et qui ne pouvait pas être effective dans la mesure où même s'ils avaient la disposition de leurs ressources, ils n'avaient pas la disposition du marché où écouler leurs ressources, où se procurer celles dont ils avaient besoin pour exploiter les leurs, etc. C'est-à-dire se trouvant eux-mêmes en dépendance du marché économique international. C'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui et qui aboutit à une donnée tout à fait nouvelle, qui n'est pas une inversion des choses, mais qui en change la nature au niveau de la place de cette lutte des pays du tiers-monde dans la lutte mondiale. C'est que, je prends notre exemple de notre association, en 1984, nous avons pour la première fois posé la question de l'exigence d'un nouvel ordre économique international démocratique. Mais c'était limité à l'exigence de plus de justice économique, au profit pour en finir avec l'injustice dans laquelle se trouvaient les pays du Sud. Je veux signaler mon épouse, qui était à l'époque très engagée là-dessus, avait déposé un rapport sur l'illégalité de la dette. Que la dette n'était pas seulement immorale, elle était illégale au regard du droit des contrats, de la liberté du consentement, de l'illicéité ou de l'immoralité de l'objet de la dette, etc. Et à l'époque, beaucoup de juristes progressistes, oh c'est stupide, en réalité, il faut renégocier la dette. Et aujourd'hui, on est arrivé à une situation où, au contraire, cette notion de l'illégalité de la dette, elle est reconnue. À l'époque, nos juristes eux-mêmes disaient, contre cela, il faut imposer une nouvelle règle dans les rapports de marché et établir une égalité des termes de l'échange. Le mot d'ordre, c'était l'égalité des termes de l'échange. Et on oubliait cette notion marxiste essentielle, c'est que la simple égalité, c'est entretenir l'inégalité économique, et que établir l'égalité, c'est établir un droit inégal au profit de celui qui est infériorisé économiquement. Mais aujourd'hui, tout cela est dépassé dans des conditions extrêmement particulières. C'est que la crise de système que nous vivons actuellement fait que, quand on parle des pays du Sud, par exemple, dans la presse, on ne sait plus si c'est les pays du Sud du monde ou les pays du Sud de l'Europe, par exemple. Parce que les Grecs, les Espagnols, les Portugais, et bientôt la France, se trouveront devant le même problème de se prévaloir de l'illégalité de la dette contractée par leurs États, quand on voit que même les États-Unis sont débiteurs aujourd'hui. Ça veut dire que ça pose de façon fondamentale la question du rôle de l'État comme étant l'instrument de soumission
des besoins publics au marché privé, ou au contraire le moyen pour les peuples d'assurer leurs besoins publics. Et ça devient une question mondiale. Si bien que, et j'en terminerai par là, la question maintenant de cet ordre, cette exigence d'un nouvel ordre économique international démocratique, ce n'est plus seulement un problème. Il reste le problème de l'inégalité. Et j'ai oublié tout à l'heure de dire qu'en 1984, nous avions posé non seulement le problème de l'illégalité de la dette, mais nous avions dit, mais qui est débiteur? Les vrais débiteurs, ce sont les ex-pays coloniaux, parce qu'ils ont créé d'abord des dommages dans les pays colonisés, ils ont retardé leur développement, et c'est eux qui sont débiteurs à l'égard des pays colonisés. Aujourd'hui, il y a de nouveaux termes de solidarité mondiale, avec, dans cette solidarité mondiale, la contradiction principale avec le système et la contradiction secondaire qui est dans le changement. Il faut également créer les conditions d'égalité et presque de compensation des inégalités pour assurer la solidarité. Maintenant, c'est Bernard Cassin. Merci. Bon, en 2012, moi je ne sais plus ce que c'est que le tiers-monde. C'est un concept qui signifiait quelque chose quand il y avait deux autres mondes, deux blocs, et entre les deux, les non-alignés, par exemple. Aujourd'hui, tout ceci, à mon avis, n'a strictement plus aucun sens. Est-ce que la Chine est un pays du tiers-monde? Est-ce que la Corée est un pays du tiers-monde? Tout ceci n'a pas de réponse. Je crois qu'on constate qu'il y a des fortes enclaves de tiers-monde dans les pays développés. En France, par exemple, il y a 8 millions de pauvres. Et dont certains vivent dans des conditions dignes du tiers-monde. Et pas seulement en France, dans beaucoup d'autres pays d'Europe. Alors, est-ce que les pays dits émergents font partie du tiers-monde? Je sais plus. C'est un concept, à mon avis, qui ne veut plus rien dire du tout. Absolument rien. Parce que, comme je l'ai dit, d'une part, il y a des zones immenses d'ex-tiers-monde dans les pays dits développés, et dans les pays dits autrefois du tiers-monde, il y a des enclaves, au contraire, extrêmement riches, liées, des oligarchies liées aux firmes multinationales et aux intérêts dominants de la finance du Nord. Tout ceci est très brouillé. Et par ailleurs, la solidarité ne doit pas s'exercer seulement en direction des couches exploitées du Sud, appelons-le comme ça, pour simplifier, mais également incorporer la solidarité avec les travailleurs exploités du Nord. C'est l'ensemble des travailleurs qui doit être solidaire, c'est pas seulement les travailleurs du Sud. Alors, ceci trouve sa traduction concrète dans les problèmes du commerce international. Il y a une guerre commerciale comme il y a une guerre des monnaies. À quoi assiste-t-on? Jusque dans les années 1970, il existait une sorte de division internationale du travail, au terme de laquelle les pays avancés du Nord produisaient des biens manufacturés, exportés vers le Sud, qui, en compensation, exportaient des matières premières industrielles, des minerais ou agricoles, et bien sûr de l'énergie. Bon, ce modèle a complètement disparu. On est dans un contexte totalement différent aujourd'hui. D'une part, les dirigeants des pays du Sud ont compris que les projets ou les réalisations de substitution aux importations étaient moins rentables pour eux que le tout à l'exportation en direction du Nord. Et les multinationales ont compris aussi qu'il fallait exploiter toutes les différences en matière de normes sociales, de normes fiscales et de normes écologiques pour produire dans les pays à bas salaire et réexporter vers le Nord. Et on est aujourd'hui dans une situation de mise en concurrence entre travailleurs des pays du Nord et travailleurs des pays du Sud, et une concurrence extrêmement compliquée parce que pour les pays du Nord, cela permet aux catégories les plus pauvres, les plus démunies, de pouvoir acquérir des biens de consommation produits
dans les pays du Sud, ou en particulier en Asie, si on peut appeler ça pays du Sud, à bas coût. Et je parle des produits électroniques, je parle évidemment aussi du textile et de l'habillement. Mais dans le même temps, ces processus détruisent l'emploi dans les pays du Nord, où on assiste à un chômage de masse des travailleurs non qualifiés. Alors, par ailleurs, les pays du Nord n'ont plus du tout le monopole de la conception. Aujourd'hui, les pays, notamment les pays asiatiques, ont un potentiel scientifique et technologique pratiquement du même niveau que les pays les plus avancés, et donc l'ancienne division internationale du travail ne joue plus. Alors, ça pose un problème très difficile, et rarement abordé d'ailleurs, dans les discussions, c'est comment des normes élevées en matière sociale, fiscale et environnementale, qui sont élevées dans les pays, en Europe en particulier, peuvent être étendues à tous les pays, à tous les autres pays, à toutes les autres productions. De quoi s'agit-il? Il ne s'agit pas seulement de défendre des marchés intérieurs européens ou français, il s'agit de défendre des conquêtes sociales importantes dans ces pays-là. Comment faire en sorte qu'on ne démolisse pas les avancées sociales des pays européens, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et en même temps qu'on favorise le développement de ces normes dans les pays dits du Sud. C'est une question très compliquée, parce que d'un côté, les travailleurs du Nord les plus pauvres ne sont pas disposés à renoncer aux importations à bas prix de biens de consommation, mais de l'autre, les travailleurs et même les syndicats des pays du Sud ne sont pas prêts à renoncer aux avantages comparatifs que constituent les bas salaires et un respect beaucoup moindre des normes sociales et environnementales. Ceci se produit dans un contexte aujourd'hui où la prolifération du transport due à la prolifération du commerce international est un danger mortel pour l'environnement et pour les écosystèmes. Il faut à toute force réduire les émissions de gaz à effet de serre engendrées par le transport, ce qui implique de raccourcir les circuits entre les lieux de production et les lieux de consommation. Alors, comment concilier ces intérêts qui sont à première vue contradictoires? C'est pas facile. En tout cas, ce ne sont pas les accords de libre-échange, le Free Trade Agreements, FTA, puisque vous les appelez comme ça en anglais, qui répondent à la question d'aucune manière. Parce que ces accords de libre-échange, Juan l'a expliqué pour le Mexique, ont détruit l'agriculture mexicaine, de même que les projets les accords de libre-échange avec les États-Unis et la Corée détruisent ou détruiront la paysannerie, ce qui reste de paysannerie en Corée. Alors il y a des petites expériences positives, ce qui sont les accords de commerce équitable, fair trade en anglais, c'est-à-dire le fait que des consommateurs des pays européens sont prêts à payer un peu plus cher des produits comme le café, dès lors qu'ils sont produits dans des conditions de respect des producteurs, de garantie du prix, etc., etc. Mais ce sont des petites enclaves, très souhaitables d'ailleurs. Donc la question reste entièrement posée, comment concilier les intérêts des travailleurs du Sud et des travailleurs du Nord? Ça passe par un effort considérable d'explication, d'éducation populaire, pour le faire accepter. Parce que dès qu'on dit normes sociales et environnementales, aussitôt les représentants de pays du Sud disent oui, ça c'est une attitude colonialiste. Non, ce n'est pas une attitude colonialiste. Il faut tirer les normes vers le haut, alors que la logique actuelle consiste à tirer les normes vers le bas, et faire en sorte que tendanciellement, les salaires du Nord s'alignent sur les salaires de la Chine, et comme
il y a une armée de réserve de travailleurs gigantesque, notamment en Asie, ça ne peut qu'aller en se dégradant. Donc c'est un vrai sujet, je crois, ça mérite en soi un colloque. Il y a déjà des choses, mais ça mérite une réflexion commune des syndicats et des organisations de travailleurs du Nord et du Sud pour faire converger les normes, mais pas vers le bas, mais vers le haut. Nous sommes en train de préparer avec le Forum mondial des alternatives un forum Sud-Sud, qui a été l'idée de Samir Amin, tout d'abord prévu en Bolivie, mais la Bolivie n'avait vraiment pas les moyens d'accueillir une telle initiative, alors on s'est tourné vers le Venezuela, et une certaine collaboration s'est établie entre Équateur, Venezuela et Bolivie, mais qui a éclaté en dernière minute à cause des processus électoraux, parce que quand il y a des élections en marche, tout s'arrête. Et donc, c'est peut-être prévu pour un peu plus tard. Bon, peu importe, nous avons déjà fait une première réunion de préparation à Quito, au mois de mars dernier, pour essayer d'éclaircir un peu la problématique et justement de montrer, au moins ça a été le propos d'un certain nombre d'entre nous, de montrer la complexité du phénomène. Parce que c'est vrai que les rapports Sud-Sud sont quelque chose de très important. C'est vrai qu'il existe aujourd'hui encore un impérialisme de ce qu'on pourrait appeler le Nord, mais qui est en pleine transformation, justement, comme Bernard a bien expliqué. En effet, la réalité de l'impérialisme du Nord est certainement très réelle d'un point de vue militaire. Quand on voit les dépenses militaires des États-Unis et qu'on les compare aux dépenses militaires des autres pays, c'est absolument ahurissant. L'importance relative des dépenses militaires américaines, tout simplement parce que les États-Unis ont la fonction de la défense militaire du système global, mondial. Donc il y a un impérialisme militaire qui reste fondamental. Il y a un impérialisme économique du fait que la majorité du capital monopolistique exprimé dans les multinationales se trouve encore aux États-Unis, enfin dans ce que Samir Amin appelle la triade États-Unis, Europe, Japon, mais de plus en plus on voit des multinationales sortir d'autres lieux, même si c'est encore relativement marginal. Je pense à la sidérurgie avec Mittal, qui est devenue la grande multinationale d'origine indienne, bien que située à Londres, mais qui a repris en main la sidérurgie aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et je pense à l'industrie de la bière en Belgique, Dieu sait s'il y a quelque chose de national comme la bière, dont la principale industrie a été prise en main par des capitaux brésiliens qui se sont empressés de délocaliser vers la Hongrie tout l'appareil administratif. Donc exactement les mêmes pratiques des mêmes multinationales, mais qu'elles se situent dans le nord ou dans le sud. N'empêche qu'il y a toujours une réalité, mais qui probablement n'est pas aussi coupée au couteau que précédemment. Par exemple, la promotion d'un nouvel ordre économique mondial, ou au moins un ordre financier différent, probablement peut être promu sur la base d'une certaine solidarité sud-sud. Et je pense à l'expérience latino-américaine, avec non seulement le Mercosur, non seulement l'ALBA, mais également la création de la monnaie régionale, le sucre, qui n'est pas une monnaie qui circule, mais qui est une monnaie d'échange.
et les idées semblables qui ont été émises à Shanghai, par le groupe de Shanghai ou par l'initiative de Chiang Mai, Thaïlande. Donc, il y a des pas en avant qui peuvent être accomplis toujours à l'intérieur de la logique du capitalisme, parce que c'est malgré tout la logique, à part l'ALBA, qui oriente l'ensemble de ces initiatives. Donc, faut-il éventuellement penser en termes d'étapes, encore à l'intérieur du système capitaliste dominant, mais qui pourraient peut-être être des pas en avant pour une autre manière d'organiser l'ordre économique. Je pense aussi, sur un plan politique ou sur un plan écologique, à l'alliance qui s'est faite entre les non-alignés plus la Chine pour prendre des positions qui se sont opposées au ce qu'on pourrait appeler le Nord. Et je pense à Rio plus 20, où de manière collective, les non-alignés plus la Chine ont fait des propositions concrètes qui ont été refusées par le Nord. Donc il y a là des solidarités sud-sud qui peuvent être développées. Je pense aussi au moment de la conférence des Nations Unies sur la crise économique, où il y a eu une position commune, de nouveau, des non-alignés plus Chine, qui s'est opposée de manière très claire au projet du Nord, pour rejeter notamment pratiquement toutes les propositions de la commission Stiglitz sur la crise économique. Donc, il y a, je crois, une réalité de construction d'une solidarité sud-sud qui peut probablement doit être encouragée. Cependant, et c'est mon deuxième point, je pense que nous devons réfléchir à la manière dont l'évolution est en train de se passer. En effet, si nous voyons le phénomène des BRICS, des pays dits émergents, nous nous rendons compte que le modèle de développement des forces productives qui est adopté par l'ensemble de ces pays, du Brésil à la Chine, ne contredisent absolument pas la loi de la valeur, qui est le centre même de la logique du système capitaliste. On peut avoir tout un discours en disant que bon, c'est une étape indispensable, ou que même, selon certains discours que l'on entend au Vietnam ou en Chine, c'est une transition vers le socialisme. N'empêche qu'aujourd'hui, aucun de ces pays, et ce qui est grave, me semble-t-il, nous pose des problèmes importants au point de vue d'une réflexion théorique, c'est que pratiquement tous les pays qui se sont dits socialistes, qui ont fait des efforts de passage au socialisme, tous les pays nationaux avec une orientation plutôt de gauche, fruit de Bandung, ou même ceux qui sont aujourd'hui les pays progressistes d'Amérique latine, finissent par adopter cette même logique. Alors pourquoi? Est-ce qu'il est vraiment impossible de développer des forces productives d'un pays sans passer par la loi du marché, sans passer d'une façon ou d'une autre par la logique du capitalisme? Je crois que là, nous avons un problème de fond qui rejoint d'ailleurs ce qu'on pourrait appeler le modèle de développement. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Amérique latine, où l'on a voulu s'orienter de manière différente du néolibéralisme, eh bien, comme je l'ai dit hier, pratiquement toutes ces expériences, avec certaines différences pour le Venezuela, mais pratiquement toutes sont des expériences post-néolibérales, reconstruction d'État,
remise en valeur des services publics, etc., n'est pas post-capitaliste. Or, justement, dans un certain nombre de mouvements sociaux, je pense notamment au mouvement indigène ou d'autres, c'est une autre perspective qui est mise en valeur pour essayer de dépasser précisément la logique du capitalisme dans le développement des forces productives. Et donc, la recherche d'un nouveau paradigme par rapport au paradigme du développement capitaliste apparaît comme tout à fait fondamental. Et je crois que précisément, alors, une collaboration sud-sud devrait être une collaboration justement des mouvements sociaux et des intellectuels qui recherchent la construction d'un nouveau paradigme, en sachant bien qu'on ne change pas des problématiques aussi fondamentales, évidemment, en quelques années, avec une révolution politique, et même en une génération. Mais si cette question-là n'est pas posée, nous allons retomber constamment dans le même phénomène, c'est-à-dire construire le développement des forces productives en fonction de la loi du marché. Et je termine en disant qu'en même temps que ce phénomène des pays émergents, donc des pays qui se développent, mais en adoptant toujours le même modèle de développement des forces productives, nous voyons aussi se développer ce qu'on a appelé à un certain moment le sous-impérialisme, c'est-à-dire en Inde, par exemple, vis-à-vis de l'Asie du Sud, ou au Brésil, vis-à-vis de l'Amérique latine, et donc se reproduire de nouveau des phénomènes de domination intérieure à l'intérieur aux différentes régions, mais qui est évidemment le résultat de la même logique de développement en fonction précisément d'une logique capitaliste. Donc, si l'on réfléchit à l'ensemble des rapports nord-sud et des solidarités sud-sud, je crois qu'il ne faut pas rejeter l'idée parce qu'il reste toujours une contradiction, mais beaucoup plus complexe qu'elle l'était précédemment. Et deuxièmement, il ne faut pas tomber dans cette illusion que simplement l'émergence d'un certain nombre de puissances économiques régionales va par soi-même résoudre le problème qui est au fond beaucoup plus fondamental et qui, comme l'a indiqué Bernard, concerne l'ensemble de l'univers et de l'humanité, et pas seulement les rapports nord-sud, et que c'est sur cela que nous devons travailler ensemble. Je dirais simplement un tout petit mot à propos de ce que Bernard a dit sur les nouvelles initiatives de commerce équitable, qui, je suis tout à fait d'accord, doivent être appuyées, mais attention à une déviation qui est en train de se construire sur les agences notification, je ne sais plus comment dire ça en français, pardon, de notation, oui, qui, par exemple, travaillent dans le domaine de l'agriculture. J'ai moi-même fait une recherche en Indonésie sur la production des agrocarburants, au départ de la palme africaine, et je suis tombé sur une agence de notation qui est représentée au sein de l'Europe et qui garantit la production socialement acceptable et écologiquement acceptable de l'huile de palme. Et cette agence de notation est faite de l'ensemble des entreprises qui produisent, plus 2 ONG qui ont été cooptées. Et donc, ça n'a absolument aucune valeur. C'est du racket pur et simple qui permet aux entreprises qui ont été notifiées positivement de vendre leur huile 10% plus cher que les autres.
Donc c'est quelque chose d'incroyable dont il faut démonter les mécanismes. Mais je ne dis pas que c'est ça qui joue, par exemple, pour les petites entreprises de commerce équitable, bien que j'ai vu dernièrement des critiques à propos de Max Havelaar dans ce domaine. Mais donc c'est simplement une remarque en passant. Merci. Mais je ne proposerai pas de vision mondiale, et il y a même des débats dans lesquels le plus sage serait de se taire. Alors, quand on n'est pas spécialiste, 3 mots pour jouer le jeu. Tout d'abord, sans vouloir jouer interminablement les prophètes de malheur, je rappellerai que j'ai écrit, et ça ne coûtait rien, il y a 5 ou 6 ans, qu'un des scénarios très plausibles, c'était évidemment une attaque de l'Empire contre... C'était évidemment un des scénarios les plus plausibles, c'était évidemment une attaque de l'Empire contre son meilleur partenaire et son meilleur banquier qui s'appelle la Chine. Il faut tout de même être conscient de ce que des périodes de l'histoire telles que celles que nous vivons se terminent généralement par des conflits généralisés. Dans l'Antiquité, à l'échelle du monde antique, comme dans le XXe siècle. Des généraux américains ont d'ailleurs écrit noir sur blanc que l'uranium appauvri a été d'une certaine façon testé pendant la Deuxième Guerre d'Irak pour voir comment on pourrait se servir de nouvelles armes dans l'attaque contre l'Iran et puis plus tard dans l'attaque contre la Chine. Ces scénarios catastrophes ne se réaliseront pas nécessairement, et je l'espère de tout cœur. Enfin, nous voyons ces jours-ci, en ouvrant les télévisions, le bon Léon Panetta expliquer d'un air très sympathique, après avoir rencontré des dirigeants chinois, qu'après tout, on ne sait jamais, un incident entre le Japon et la Chine pourrait dégénérer, et puis évidemment les États-Unis ne pourraient pas rester insensibles, et puis tout le monde constate la politique d'encerclement dont la Chine est l'objet. Non pas pour dire que nous devons tous nous ranger derrière le drapeau de la Chine, mais pour constater que c'est encore une fois le scénario qui pourrait résoudre beaucoup de questions et qui, hélas, n'est pas à écarter. Deuxièmement, le temps n'est plus à la colonisation directe, ouverte, tranquille. À l'intégration, par exemple, de l'Algérie dans la France, c'était 3 départements français jusque dans les années 60, un pays grand comme 5 fois la France. Le temps n'est plus non plus où il suffisait d'investir, si je puis dire, $1 au Venezuela dans les années 70 pour en rapporter 7 aux États-Unis. Dans l'industrie pétrolière, c'était le cas. Mais enfin, un champ immense a été ouvert au capital par la destruction des pays du socialisme réel, notamment l'immense Russie, dans le contexte, dans l'ensemble soviétique, notamment l'immense Russie. Les indépendances, depuis les années 60, ont donné lieu à la constitution, dans beaucoup de pays d'Afrique, auxquels je pense plus particulièrement, de partis uniques, aux contours tout à fait non délimités, où des courants, les hommes de Moscou, disait-on à un certain moment, même en Égypte, les hommes de Washington, les frères musulmans, où tout le monde était mélangé, avec une direction politique qui oscillait, qui pouvait fort bien tirer dans le sens des nationalisations et de l'indépendance nationale, pour le lendemain pratiquer la soumission la plus servile aux pressions des capitalistes étrangers ou de la bourgeoisie locale qui se constituait. Et là encore, je crois que il nous manque cruellement un grand mouvement en faveur de la paix, un mouvement anti-guerre, anti-danger de guerre, car une des façons de faire que le monde continue de tourner comme il tourne, c'est-à-dire par rond,
c'est d'attiser ou de laisser proliférer les dizaines de conflits sanglants ouverts qui ont déjà lieu en ce moment sur la planète. On parle parfois de 60 guerres qui seraient en ce moment en plein déroulement, ouvertes sur la planète. Et troisième idée très très générale, faute d'éléments bien précis à vous proposer, chers amis, le bouquin dont je parlais s'intitulait « Lénine et la Révolution ». Dans une préface, je parlais de mes humbles pronostics sur la situation actuelle, et je vous les ai cités. Dans ce livre, je rappelais que Lénine, dès le début du XXe siècle, avait entrevu le déplacement tendanciel des révolutions, des foyers de la révolution vers les pays dominés. Et on est obligé de constater, même si c'est très pessimiste, ce constat, que la constitution d'aristocratie ouvrière aujourd'hui frappée de plein fouet, déchue par l'évolution du système, mais la constitution d'aristocratie ouvrière a durablement plombé les mouvements progressistes dans les métropoles occidentales, les a ralentis, c'est le moins qu'on puisse dire. L'actuelle ratatination, l'écrasement, à commencer par le niveau de vie des couches moyennes dans les métropoles occidentales, plus le fait qu'elles ont été laminées idéologiquement par les innombrables campagnes anticommunistes, anti-socialisme, anti-État, joue également comme un point très négatif. Et même si j'ai vu, toujours en regardant la télévision, ici en Corée dans les 2 derniers jours, que CNN s'inquiète gravement à propos de la pyramide des âges de la Chine, qui pourrait se retrouver en 2060 avec une grande proportion de vieillards et beaucoup moins d'enfants que ce ne fut le cas dans le passé, vu la politique de l'enfant unique, vu les progrès économiques de la Chine. Il va de soi qu'on doit avoir un œil tourné, je crois, vers cette jeunesse absolument invraisemblable qui existe dans des pays aujourd'hui méprisés, dominés. Je pense à l'Afrique, des pays où 2 tiers des gens ont moins de 25 ans. C'est pas ça qui assure la force militaire, c'est pas ça qui assure la puissance économique, mais enfin c'est un atout qui doit nous faire réfléchir sur les évolutions possibles. Mais tout cela, c'était des parenthèses désordonnées. Ce que j'ai pu dire un peu sensé en parlant trop longuement de choses que je maîtrise mal, c'est que je pense qu'un mouvement anti-guerre, qu'on prononce ce gros mot plus souvent, anti-guerre planétaire possible, manque cruellement. Bref, je me réfère comme toujours aux vieilles lunes qui ont bien marché, c'est-à-dire au mouvement de la paix qui était animé par les forces progressistes pendant la plus belle partie du XXe siècle. Je vais prendre un peu quelque chose, j'ai déjà parlé sur l'économie, le point de vue de l'économie mondiale. Je suis d'accord avec Bernard qui les rapports a changé. Et le plus important, je crois que c'est un capital monopoliste qui s'est placé dans plusieurs pays, soit au centre du système, soit à la périphérie. Alors, en réalité, on ne sait plus exactement qui est le propriétaire d'une grande compagnie, parce qu'il y a plusieurs fonds de pension, fonds d'investissement, des investisseurs individuels qui sont des propriétaires d'une partie, chacun, d'une énorme entreprise. Il y a des entreprises aussi qui ont délocalisé leur production et chaque partie du produit est fabriquée dans un pays différent. Et après tout ça est assemblé dans un autre pays pour exporter pour de divers pays. Alors, au niveau du développement du capital,
nous avons arrivé à une situation qu'on peut plus dire que ce capital est brésilien, est chinois, est américain, parce que c'est mélangé avec les capitaux d'autres nationalités. Je crois que ça c'est très important parce que si on pense aussi sur la solidarité entre travailleurs, il faut savoir que les travailleurs de la même entreprise dans des différents pays peuvent avoir des mouvements solidaires envers les autres. Je crois que ça, c'est un point important. L'autre point, peut-être plus important, c'est que je vous ai raconté quelque chose sur le capital fictif. Si on prend les données sur le capital fictif, la forme de ce capital comme dette publique arrive à peu près le même montant ou plus fort que les produits intérieurs bruts de tout le monde. Cet capital fictif doit être payé des intérêts. Alors, chaque pays, selon les entreprises d'innovation, doit payer un taux d'intérêt plus ou moins élevé selon ce qui est décidé par le marché. Alors, pour payer ces intérêts, c'est nécessaire de retirer de la production au moins une partie de la richesse produite pour rémunérer ce type de capital. Alors, cette capital a été accumulé dans cette sphère financière et il n'a pas de lieu pour aller que dans la sphère financière. Il a joué des titres publics à des valeurs actionnaires des entreprises, des actions à la bourse. Il a joué dans les marchés dérivatifs. Il s'est engendré une gigantesque spéculation qu'on appelait déjà un casino global. Les marchés dérivatifs à un montant qu'on ne peut plus estimer dans des monnaies. On appelle valeur notionnelle. Par exemple, les volumes d'échange au marché des monnaies, selon les données qu'on avait déjà organisées en 2010, c'était de 3 800 milliards de dollars par jour. Et avant la crise, en 2007, c'était de 1 700 milliards de dollars par jour. Alors, la crise n'a rien changé sur ce marché des dérivatifs de monnaie. L'autre marché, c'est un marché des titres, des produits dérivés et aussi des titres sur les taux d'intérêt. Ce sont des paris sur la variation du taux d'intérêt. Et ça arrive à 400 000 milliards de dollars. Ils sont ensemble tout ça, monnaie, dérivatifs des titres, des taux d'intérêt. En 2011, c'était arrivé à 650 000 milliards de dollars. Ça a été touché un peu par la crise en 2008. C'était tombé de 600 000 milliards à 700 000 milliards à peu près.
il a repris le montant après la crise. Alors ça veut dire que dans ces marchés, la crise a très peu touché. Et tout ça, c'est la base de tout cela, ce sont les monnaies, des références basées sur la création du dollar en premier lieu, de l'euro à second lieu, et après d'autres monnaies moins importantes, c'est la livre sterling, les yens japonais. Cela représente à peu près 90% de ce qui est dans les réserves des différents pays. Mais je crois que le dollar joue un rôle beaucoup plus important parce que lui seul, c'est plus de 60% des réserves des pays. Et il est la base alors, du commerce international. Et la création du dollar par les États-Unis finance toute leur consommation. Et en plus, tout le monde qui garde des dollars en débit comme réserve doivent payer le seigneuriage pour les dollars. Ouais. Payer quoi? Seigneuriage. C'est Seigneur. Seigneur. Le dollar est le seigneur. Ah oui, oui, oui. Oui, on paye en moyenne ce que le département du Trésor doit payer du taux d'intérêt sur ces titres. On garde des dollars, on paye ces avec la crise et après, disons, les périodes néolibérales qui a poussé plusieurs pays à accumuler des réserves, le monde a accumulé à peu près 8 000 milliards de dollars en réserve. Les grands pays avec plus de réserves sont la Chine, le Japon, la Russie, le Brésil. Le Brésil, par exemple, presque 100% des réserves sont en dollars. 100% des 300, 300, 100, presque 100%. Non, 100, presque 100. 100%, quasi 100%. Ça, c'est aussi, disons, une sorte de garantie pour les États-Unis. Alors, ils sont en train de faire une politique que, selon la théorie quantitative de la monnaie, c'est de la folie. J'ai déjà dit qu'ils ont quadruplé la base monétaire de 2008 à 2011. Alors ça devrait dévaluer énormément les dollars. Alors les pays qui ont des dollars en réserve, cette dévaluation, ça fait un gigantesque transfert de richesses de ces pays vers les États-Unis. C'est ça. Un monde de changement très très violent. Mais aussi, je sais qu'il y a un autre monde qui se bat, qui lutte. C'est un monde qui est anticapitaliste, qui est en bas et qui est à gauche. Il est à gauche. À bas et à l'izquierda. Anticapitaliste à bas et à l'izquierda. Down the left anticapitalist. Nous vivons une époque, pas seulement une époque de changement, mais disons un changement d'époque.
Donc on a l'émergence de nouveaux paradigmes. Et je ne vais pas faire une vision globale, mais plutôt très locale, très de proximité, et de nouveau parler du mouvement indien. Dans un monde où il était déboussolé, l'appel des zapatistes après 1994, où ils ont convoqué au plus profond de la jungle de Chiapas, de Mexico. Ils ont été les jalons du mouvement mondialiste mondial. Et l'autre mot que je voudrais parler, c'est le changement de mentalité. Par rapport au mouvement de jeunesse aussi à Mexico, le mouvement 132. Non, 132. Oui, 132. Il s'appelle comme ça. Ah, C'est el un mouvement 132. movimiento 132. Juan, Yeah, Juan, this- Mexique this et pas journey Mexique. Ouais, is c'est in toujours Mexico, very Mexique. discussed with the young people. That is called the 132. Yes, I remember. Qu'à part la mobilisation, l'organisation qu'ils ont fait, ils ont su récupérer de nouveaux instruments de lutte, des technologies comme celle d'Internet. Donc tout ça pour dire qu'il faut réfléchir globalement, mais l'action elle est locale, elle est très de proximité. Merci. Un mot que j'ai oublié de dire. Mais il n'y a pas de temps. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que les États-Unis sont dans une situation que le problème, ce n'est pas des États-Unis, c'est de la Chine, du Brésil, du Japon, qui ne doit pas laisser la dévaluation du dollar. Oui. Donc, on fait par le reste du monde des problèmes. Just to make a few comments on the need for find ways to work towards where today, because I think we cannot put aside the people of Europe because they are there is a different level, but the people of Europe is not what they were some years before. Their living conditions and the standard is going down. I believe, and I will say again, that now is the time that people that could never use the word capitalism because it was not in their everyday life and analyzing the political situation. Now you hear them using that word and accusing capitalism as the reason of the word capitalist crisis. Some years before they would say that other reasons were responsible for negative situations, and they were continuing to support, for example, the free market and then neoliberal policies, and they wouldn't feel any guilty. But I think that today people of right-wing even, they could point to capitalism. This gives us the idea of thinking how to cooperate with movements, more broad ideologies movement. So until now we were working with movements of left, Marxist, socialist. Now I think there are movements that until now they couldn't characterize themselves as left-oriented,
but we see the realities, how we analyze the world situation, and they are thinking twice of the reasons of the situation and of how to go on and find solutions. It is important to point out where there is a time that we are all responsible to see if when is the moment that our work and cooperation will really push capitalism into the next step that will get from the mountain to go down. And I hope I give you what I tried to say, that capitalism is going up, and now begins the time that it is up to our work and cooperation to make this step and this movement. Anyway, to come to realities and not to analyze, I think we have to think again how we use the natural resources and the energy. I start thinking of that since Cyprus has became one of the energy countries with natural resources, and how really the benefit of the use of the natural resources are for the people and not for the multinationals that are using them. And these days in Cyprus, so we are in this stage of discussing with various countries and companies the conditions and the preconditions of how to use these resources. I think we have to make clear that, and I will repeat that the unemployment issue is the one that brought the working people in fighting each other in a way. I would say the example of my country, where the Cypriots are against the people that are coming to Cyprus to work, people from European Union or the people from the third countries, because they were cheaper. They are exploited by the companies, but at the same time, the benefits, the salaries of the Cypriot people are pressed down because they can we should find ways to express our solidarity, and I think it's a time where technology can help us. Since many of our movements find difficult economic resources, financial resources to travel and to meet and to organize our struggle, I think by using technology we can mobilize people, we can inform, and I think it is important to be aware of what is happening in the other corner of the world. Sometimes we are speaking in our problems, national level, or at least regional level, and we don't see or we don't take in consideration to our positions, ideological positions of what is happening in other parts of the world. And we can use technology towards this type of work. And as my closing remark, as active in the women's issue, women's struggle, I began to feel that our slogan to fight for equality between women and men, this time comes
in a way, in a second stage, since the struggle for equality between the people, especially the working people, is stronger, and by having equality between people, we will have equality between women and men. Thank you. Yes, I will speak English so everybody can understand. It's today very strong. I think we have all of us spoken about that. On the first day or the second, I was pointing out the idea that this was a new stage of imperialism, not the idea that some have that is a new imperialism, but a new stage with characteristic. I insist on the idea that there is contradictions and consensus among the imperialist powers, the great powers. And there is a sort of dialectic in that sense. And I am, of course, completely convinced of the central role that the United States is playing in all this, a role that even Tony Blair has underlined and explained very clearly, as we didn't see it clearly, how important it is to accept the central role of the United States. That means that they are absolutely ready to play their subordinate role as far as they continue to be part of the imperialist center. But it is also has been pointed out now in our discussion that some of the emerging countries have some kind of behavior that allows of speaking of sub-imperialism. This is an idea, and the colleagues from Brazil know that very well. That is not new for the Brazilian Marxist, because this is an idea that had already been, I think, Raul Marini was the first one, and still many others afterward has been pointing out. How is this game is going to develop is very difficult to see. Now, for example, in Latin America and the regional organization, the role of Brazil is more and more central, is more and more dominant. But on this other hand, we need Brazil. It's so obvious. I mean, you can ask yourself, why is Brazil sometimes doing what it's doing? Well, in part, not so much for solidarity, but because it wanted to preserve a realm that they think should be theirs, and they are ready sort of to dispute this to the United States, but at the same time finding some kind of understanding and consensus, not getting into a clash situation. And Brazil is, I think, playing this role very intelligently, because for what we are doing in Latin America now, this kind of certain independence toward the United States, all these meetings we are having, all these new organizations we are having, which are essential for all this movement of changes, the central role of Brazil is necessary. So these are really the contradiction of situation and history. On the one hand, you need this sub-imperialism to play its role as such, and even develop as such, to face the bigger one. And on the other hand, you are sort of creating difficulties for the future. Sometimes we have even learned of certain form of behavior of arrogance on the part of the Brazilian government towards some of the leaders in Latin America. And these even, some of the best that have been, for example, in the Lula government. On the one hand, the Minister of Foreign Relations play a very significant and positive role
On the other hand, we cannot forget how he and his team treated Evo Morales with contempt, almost with disparagement. These are real situations, how things are going on and how are going to continue to develop. So on the one hand, you get new forms of solidarity, and together this development brings some form of submissions and different new forms of domination. So Brazil in our continent is becoming more and more dominant. How is that going to develop? We do not know. But on the other hand, I am seeing the world as a whole. We have seen in the late month, let's say 8 months or less, a changing of attitude in the foreign policy of Russia and China. If you compare their reaction, their submission, with the Libya case and their different role they are playing now. It's not that we all, it's not that we agree with everything, but at least has been some reaction. We know very well, because of statements that have been made in certain meetings in Havana, that China has clearly expressed that their foreign policy has changed. This has been said about 3-4 months ago. We had noticed that change, but it's very good that it was clearly stated. It was necessary, and this is sometimes a little bit tricky. It has been necessary, not only this Libyan experience, but the fact that very few months after the Libyan experience, United States started to take measures, even military, to surround China. And I always ask myself if that was not, in a way, a mistake on the side of the United States, because it made so clearly that what was going on the Middle East was not only with the intention of controlling more and more the Middle East for all the reasons we know, but like we have an expression in Spanish, is to kill a bird, 2 birds with only 1 shot. So in this case, they will be sort of hitting 2, 3, 4 goals with 1 shot. And certainly what is going on is also trying to prevent that China and Russia, even if they are capitalists, but they don't want all the big powers to exert dominance, because of course then the resources and the richness would be split among too many people and too many countries, and they will be losing some of their dominance. And this has been clear now lately, even for people like Putin, that originally was submitted to the United States. So what is all this going to bring when China and Russia continue their being development stronger and stronger? These are in the documents of the foreign policy of the United States years ago, that their main goal was to prevent China and Russia to become big powers, even big imperialist power, which will, of course they will tend to that too. I mean, for me there's no doubt on that. So we have a very complicated situation where we need this reaction of China and Russia, because they are the only one that have this veto possibility in the Security Council, to sort of stop a little bit the policy of NATO, and on the other hand, this game of controlling and getting more imperialist tendency and more sub-imperialist tendencies. And all the rest in the middle of this game, trying to survive, and so exertion of solidarity has become more and more difficult. The solidarity among people above all, which is essential to me. There are here some of colleagues from Europe. There is one thing I could never understand.
when the threat to the second war against Iraq, there was an enormous movement of solidarity in the European country against war. That was tremendous. And it gave us, all over the world, enormous hope about the awakening of European peoples. And as soon as the war started, the whole movement stopped. So the idea to repeat in a certain way the experience that we had with the Vietnamese War, I mean, when the war is going on, you don't stop. You increases, maybe you find another ways of doing something, but the whole thing stopped. And now we have new threats of war of this and that, and there is no movement at all. So I must confess, for me, it's very complicated to understand how this mentality is working. And if you don't understand how mentalities are working, then it's really going to be very, very difficult. So, thank you. Je vais parler 1 minute et après je vais donner la parole à Roland, n'est-ce pas? Pour 2 minutes. C'est bon? Bon, je vais dire que nous avons parlé beaucoup sur la situation internationale, sur les capitales actuelles, sur la mondialisation des capitales. Nous avons parlé aussi sur les tiers-monde, ce n'est pas une expression que nous pourrons utiliser maintenant. Mais moi, je pense que nous avons parlé très peu sur la solidarité entre les peuples. Moi, je pense que le principal, c'est discuter comment faire la solidarité. Et ça, pour moi, c'est très difficile dans une situation où les travailleurs sont en compétence au plan mondial, où les travailleurs sont dans une situation où les salaires baissent tout le temps, où les travailleurs sont dans une situation où les droits pour la protection sociale est coupé tout le temps. C'est-à-dire dans une situation où je pense que le travailleur est comment dire, est pratiquement en défaite. Je pense que le capital a vraiment s'internationalisé, que la production est socialisée au plan mondial, mais les travailleurs n'ont pas réussi pour faire la même chose. 2 minutes. Oui, mais vous avez devancé mon intervention. Parce que je vais me répéter sur le fait que ce soit nécessaire ce matin montre effectivement qu'il faut qu'on ne répétera jamais assez. Solidarité des travailleurs, mais solidarité gouvernante. C'est-à-dire que on nous parle, c'est une déformation de juriste de ma part peut-être, mais ça compte. C'est très bien de dire « Ah, on est malade, voilà pourquoi on est malade, voilà la maladie, voilà les remèdes qu'il faudrait. » Mais qui va traiter le malade et obliger le malade à se soigner? La question qui est posée, on ne peut pas faire abstraction du problème du pouvoir. Le pouvoir de qui sur quoi? Or, il est tout de même significatif que pas un moment dans notre discussion n'ait été évoqué ni les institutions financières internationales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les instruments du libre-échange, G20, G8, et que, au contraire, alors qu'en réalité le vrai problème aujourd'hui, c'est d'opposer au libre-échange un système d'adéquation mondiale des besoins de consommation et des capacités de production. C'est placer la barre très haut. Ça peut être très idéaliste, mais c'est quand même l'alternative de choix.
comment va-t-on apporter quel remède si ça n'est pas dans l'affrontement de pouvoir entre les intérêts antagonistes des exploiteurs et des exploités? Il n'y a pas, on ne peut pas faire l'économie de cela. C'est d'ailleurs ce va être l'objet de notre réunion, de notre conférence internationale de 2013, de notre association internationale. Le nouvel ordre économique suppose d'abord un autre ordre politique de l'économie. Et ça, on ne peut pas en faire on ne peut pas le mettre au placard, c'est pas possible. C'est le problème fondamental. Bon, je réponds à Roland, on ne peut pas tout traiter, c'est évident. Il y a 10 000 sujets très importants qu'on n'a pas abordés en 1 heure. Il faudrait une année de colloque pour tout traiter. Juste 2 petites remarques comme ça. Je reviens sur le fait qu'on perd les repères. On ne sait plus où classer quoi. Les briques, si vous prenez les briques, en quoi la politique des gouvernements des briques est-elle différente des politiques européennes? Rien. Le Brésil, dans les négociations internationales, est plus libre-échangiste en matière agricole que l'Europe et les États-Unis. Le gouvernement sud-africain laisse tirer sur ses ouvriers. La Chine, il y a quand même une certaine réticence à parler de la Chine. On n'ose pas parler de la Chine, franchement. Mais la Chine se comporte comme une puissance prédatrice en Afrique et en Amérique latine. Il n'y a pas de différence avec les colonialistes d'antan. Par ailleurs, il est vrai que la politique américaine consiste à contenir la Chine. Mais il faut voir que la Chine est en conflit plus ou moins ouvert avec ses voisins. Ce sont les gouvernements voisins qui veulent la présence américaine. Elle est en conflit sur les eaux territoriales avec le Vietnam, avec le Japon, avec les Philippines. Donc, c'est pas noir et blanc. Il faut enfin qu'on parle de la Chine comme on parle des États-Unis. Je dis pas que c'est pareil, mais on parle franchement aux États-Unis. La Chine, on se méfie. Et moi, j'ai vu dans des conférences internationales en Asie, où il y avait des représentants de nombreux pays, une fois que le Chinois a parlé, eh ben, tout le monde s'écrase. Eh ben, ça, c'est inacceptable. Je pense qu'en tant qu'intellectuel, on doit traiter de la Chine comme de notre pays, alors que la Chine est un pays capitaliste, et il n'y a aucune révolution, etc. Tout ça, c'est terminé. Et on n'ose pas le reconnaître parce qu'on a une solidarité antique, ancienne, avec la Chine. Mais la Chine, maintenant, pour moi, d'abord, je ne crois pas une seconde au scénario d'une guerre avec la Chine, parce qu'aucun des deux n'y a intérêt. Je ne pense pas. Hein. Mais en tout cas, il faut en parler sans le moindre angélisme. On fait preuve à gauche d'angélisme. Je vois bien dans la réunion internationale ou du Forum social mondial, la Chine, on ne touche pas. On ne touche pas à la Chine. Non. Moi, je touche modestement à la Chine. Bon, nous irons continuer la discussion un autre jour. Merci à tous. Si Samir m'entendait. En 4 ans, Si tú pudieras conducir la época que a mí me sobraba el combustible. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est un élément substantiel, cette question.